tous. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir de vous voir ça. C'était un talk que j'avais commencé en avril 2019 et puis il était programmé juste avant le Covid, donc ça remonte un petit peu, mais voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Fast2D rendering. Donc on l'utilise beaucoup pour les graphes, on utilise souvent D3. Là, l'idée, c'est de vous montrer un peu en quoi utiliser Canvas peut être vraiment utile dans vos applications. Donc, moi, c'est Benjamin. Je suis Software Engineer Manager chez Cardiologs. Je suis revenu en France il y a à peu près 5 ans. Vous pouvez me contacter sur le Paris.js. Vous pouvez me contacter sur Paris.js à la boîte du pain et sur mon Twitter. Donc, je travaille pour Cardiologs. C'est une boîte qui aussi recrute à Paris, comme je pense tout le monde. Mais en tout cas, c'est bien, on fait de la cardiologie entre autres, avec de l'assistance en IA. Donc on affiche beaucoup de données en 2D, principalement. Et ce que je vais vous partage ce soir, c'est aussi mon expérience. Donc les rendus en 2D, on a toujours deux choix. On peut choisir SVG, on peut choisir Canvas. Mais quand il est question de choisir, on ne sait pas par où s'orienter. Mais c'est deux concepts qui sont exactement différents. Donc le SVG, on est tous sur du vectoriel, donc c'est scalable, c'est des instructions qui sont très déclaratives. C'est assez simple d'utilisation, en fait tu peux les ajouter directement dans ton DOM, dans ton HTML. Et de temps en temps, tu vas pouvoir le débugger directement et changer tes valeurs. Alors que la partie Canvas, on va dire que c'est beaucoup plus... c'est sur des pixels, c'est extrêmement dur à comprendre ce qui se passe. Et tu es sur vraiment des instructions impératives, donc il faut vraiment expliquer à ton API comment est-ce que tu vas dessiner tes figures. Donc ça va être déplacer ton curseur à un tel endroit, envoyer des instructions de se déplacer, et ensuite tu vas demander à ce qu'il remplisse en couleur ou en effet. Donc c'est les deux principales différences, on va dire, mais surtout sur la performance, après ça va être un grand cas. Donc je vais vous montrer un simple SVG. C'est assez facile à comprendre. On introduit notre balise SVG, on lui crée un cercle qui est quand même une visualisation qui est vachement haut niveau. On lui donne dans son cercle son centre et son radius, et derrière il se débrouille pour dessiner lui-même un cercle. Ce qui est super, c'est qu'il suffit d'utiliser, comme c'est du DOM, on peut facilement récupérer ce cercle et lui attacher des éléments comme du clic, du listener. Et là, un exemple, ça va être, voilà, quand tu cliques, tu vas changer la couleur de ton composant. Ça peut être aussi fait grâce à des classes CSS, parce que tout ça, c'est interprété aussi en CSS. Donc c'est assez puissant et c'est assez commun au HTML. Pour faire la même chose dans le Canvas, on va écrire un bloc de code. On va instancier déjà notre objet Canvas. Et puis après, on va récupérer grâce à ce Canvas l'API de dessin de JavaScript qui se contient dans le getContext 2D. Et derrière, on va écrire un peu de code qui va nous permettre, on va dire, de dessiner ce cercle, mais de façon beaucoup plus primitive. On va lui donner le freestyle, on va lui donner un arc, et ensuite on va lui donner l'instruction de le colorier. Et puis quand il est question de mettre des event listeners, on est un peu perdu, parce que forcément, une fois qu'on arrive à récupérer son canvas, il va falloir qu'on simplement récupérer le clic, et après on ne sait pas où est-ce qu'on a cliqué. On a les coordonnées X, Y, mais on n'a pas on n'a pas du tout le cercle, il ne sort pas. Donc il va falloir faire des collisions, des checks de collision, etc. Donc c'est bien un peu compliqué. On va essayer de parler juste des avantages et des inconvénients sur le SVG en soi. C'est toujours facile de commencer avec. On peut dropper dans son HTML 2-3 figurines. C'est
ça c'est plutôt bien. On peut débugger et remplacer les coordonnées pour avoir ce qu'on veut. C'est extrêmement facile de déplacer de lui attacher des éléments. Et toutes les règles de CSS fonctionnent comme pour n'importe quel HTML, donc c'est assez bien. Le seul côté un peu embêtant, c'est que quand on travaille avec beaucoup de données, quand on fait beaucoup de modifications, les performances sont assez mauvaises. Coder Canvas, dès le départ, ils le disent, c'est performant. On est sur des instructions bas niveau. On va parler à la carte graphique. C'est très facile à mettre à jour. On a une possibilité d'exporter. On va avoir aussi la possibilité de générer le cache par des images, par des patterns. On a la possibilité aussi de créer des off-screen canvas et on peut faire de la 3D. L'inconvénient, c'est que c'est assez compliqué à débugger et c'est très difficile à interagir avec les scènes. Je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec D3, mais ça, c'est une représentation qu'on utilise dans notre équipe. Tout ça se fait avec du SVG, avec un peu d'optimisation en D3 et en canvas. Donc, c'est la représentation de quelques bits. Donc, c'est la représentation des signaux électriques dans votre cœur. On va essayer de colorier des zones différentes. Donc, on a des ondes P, on a des ondes QRS et des ondes T. Et l'idée ici, ça va être de pouvoir annoter les données. Donc, on va pouvoir créer des rectangles, les déplacer et pouvoir donner ces informations à l'algorithme pour que l'IA puisse apprendre de ces autres données. Donc, toutes ces visualisations, elles sont assez complexes. Elles demandent quand même beaucoup d'interaction d'utilisateurs, avec des clics, avec des drags, des zooms. Et d'ailleurs, on a des choses qui sont un peu plus simples, donc on a des axes, etc. Donc, dans notre exemple, on va essayer de faire une application connectée en temps réel. Donc, l'idée, c'est on a une personne qui est chez son médecin, il va réaliser un électrocardiogramme. Donc, c'est un événement, on est allongé, on a des électrodes autour du cœur, et on va envoyer en temps réel les données. L'idée, ce sera d'utiliser du SVG et la librairie D3 pour pouvoir afficher toutes ces 12 voies de CG. Et dans la deuxième version, on va essayer d'utiliser toujours ce canvas, enfin toujours ce SVG, mais en y ajoutant du canvas. Donc l'idée, c'est de vous montrer un peu de code. Alors. Ouais, ça marche. Merci. Vous m'entendez? Alors, je vais prendre... Quand vous faites des performances, il est toujours intéressant d'utiliser une mode de navigation privée. Ça vous permet déjà de ne pas avoir vos plugins et autres directement qui tournent. Donc ça, c'est l'application 12D. Donc c'est assez simple. Je vais vous montrer après le code comment c'est fait. Mais l'idée, c'est d'envoyer à un intervalle assez régulier des nouvelles données. Et on va afficher pendant 10 secondes le signal. On a les 12 voies qui se représentent différents axes de visualisation autour du cœur. Vous avez plusieurs choix. Vous pouvez utiliser la console ici. Pen flashing, c'est des outils assez intéressants de Chrome qui permettent de voir qu'est-ce qui est mis à jour sur votre page. Et vous avez aussi la fameuse rendering stats qui va calculer les FPS. Donc le frame par seconde, c'est au max sur le HTML, c'est du 60 frames par seconde. Donc en allant sur l'onglet performance, vous pouvez justement monitorer quelques secondes de votre application. Et avec ça, vous allez pouvoir avoir un graphe de l'utilisation du engine JavaScript et le temps de render de vos fonctions. Ici,
Ici, ce qu'on peut regarder, c'est que la fonction render, qui va afficher les points sur votre SVG, fait 33 millisecondes. Ce qui fait des frames autour de 30 fps. Alors j'ai une petite fonction ici, Compute Average. En fait, j'utilise la performance API pour pouvoir enregistrer tous les temps de calcul de mes phases de rendu. Et là, sur les quelques secondes qu'on a lancé l'application, on est à peu près à 33 millisecondes en moyenne sur le temps de rendu de ces 12 voix. Donc, je vais vous montrer rapidement le code avant de passer à la version 2. Donc, c'est assez simple, on va juste charger la bibliothèque D3, rien d'exceptionnel, on va lire notre donnée, donc c'est juste un fichier qui contient toutes les données des 12 voix, et on va créer notre data source. Le data source, lui, est là pour une chose, c'est d'envoyer des données continuellement toutes les 20 millisecondes, et il envoie à exactement 10 secondes de signal. Donc là, il n'y a rien d'exceptionnel. Une fois qu'on est connecté notre data source, on lui donne les datas, on connecte notre fonction de rendu, et ensuite on va, ce qu'on appelle le entry point, c'est le début de notre fonction. Je ne sais pas si vous êtes un peu familier avec D3, mais D3 c'est simplement une librairie qui va aider à setup du SVG, et surtout ça va vous aider à créer des visuels. Donc on a une partie importante qui est la création des scales, donc ça va vous permettre de passer d'un domaine. Ouais. Les scales, c'est extrêmement important en visualisation de données, ça vous permet de passer d'un domaine de données vers un domaine pixel. Donc ici c'est assez clair, on va de 0 à 10 secondes, c'est les données qu'on va vouloir afficher, et on va les afficher entre 0 et width, donc ça va être simplement la largeur de notre canvas. La même chose pour les millivolts, ça c'est des données spécifiques pour la cardiologie, on va dire. Et ensuite on va faire quelques instructions, donc on crée notre SVG, on va revenir sur la partie canvas un peu plus tard, on va créer un groupe qui va contenir toutes nos leads. Donc les leads, ce sont des passes, simplement, et on va, pour toutes nos leads, on va y joindre un fichier texte pour afficher le numéro de la ligne, etc. On va pas aller plus loin, mais ça c'est la partie axis, et on a un petit curseur qui va se déplacer avec la souris. La fonction qui est intéressante, c'est la fonction qui est appelée à chaque fois qu'on va mettre à jour ces données, et c'est la fonction render. Donc elle est plutôt simple, on va créer un objet line qui va être qui va qui va me créer une ligne de mes coordonnées, de mes données XY, enfin de mes données en coordonnées XY. Donc on crée notre pass ici avec un attribute dit pour donner le pass et ma fonction line. Donc jusque là, c'est exactement ce qu'on fait, on lui donne à chaque fois dans chacune des leads, on lui donne la somme de on lui donne toutes les coordonnées, et lui il s'occupe de les displayer sur l'écran. Donc vous allez dire 30 fps, c'est pas gênant, c'est juste la moitié du temps. C'est sûr que c'est jamais gênant. Il faut savoir que au-dessus de 30 fps, c'est plutôt bien. Pas besoin d'optimiser au-dessus de 30 fps. Mais là, pour une application qui fait que du rendu, ça va, mais si elle doit faire d'autres calculs, etc., ça va être très... vous allez avoir des frames qui vont dropper, et vous allez avoir des problèmes de visuel. Vous avez aussi souvent des garbage collection, donc ça c'est dans le lifecycle normal de JavaScript. Vous ne pouvez pas les contrôler, donc de toute façon ça va venir dans une de vos frames de rendu.
Voilà, donc typiquement ici, au lieu de prendre 33 millisecondes, comme il y a une partie qui est du garbage collector, il y a 10 millisecondes qui a été pris de votre fonction. Donc forcément, ça va pénaliser vos rendus. Donc voilà, donc les performances de la version 1, elles sont convenables, mais il y a de la place pour de l'amélioration. Quand j'avais fait mes tests, c'était autour de 20 millisecondes. Là, on est plus sur 33. Voilà, c'est plus 30 fps. Bon. Là, je vais vous présenter une deuxième version qui est assez similaire. La deuxième version, elle ne va pas utiliser la fonction render. On va utiliser la version render canvas. Donc, on a toujours les données qui arrivent de façon régulière. Et dans la version canvas, on va faire deux choses. On va initier tous les canvas au départ de notre projet, auquel on va créer un canvas, ajouter les informations, lui donner son contexte, et on va utiliser la fonction render canvas, qui elle va afficher les lignes. Afficher les lignes, ça va être pour chacun des canvas, on va essayer de récupérer, on va afficher les données qui lui sont afficher les données. Il y a une dizaine d'instructions. Les instructions sont claires. C'est on va nettoyer le canvas, on va donner la couleur de son stylo, on va lui donner la taille de son stylo, et on va commencer à écrire un pass. Donc, ça va être déplace-toi aux coordonnées x de 0, d de 0, et ensuite on va écrire le chemin de la ligne. Et seulement à la fin, on va lui dire voilà, je t'ai donné plein d'instructions. Ces instructions, maintenant, tu les lignes. Donc avec juste cette partie-là, on va rafraîchir la page. On a exactement la même rendu, on va dire. Les canvas ne changent pas. Par contre, quand on va vouloir faire de la performance, on va avoir un gain significatif dans les performances. On va essayer. Alors, render canvas ici fait autour de 10 millisecondes, 7 millisecondes. Attention. Donc au niveau FPS, on reste autour de... Ah oui, des FPS à 100%. C'est les aléas des présentations. Alors, je vais redonner le compute average. Voilà, sur les quelques dizaines de secondes, on est arrivé sur une moyenne de 7 millisecondes, comparé à 33. Au niveau du code, ça a pris exactement très peu de lignes en plus. Donc voilà, dans mes tests, c'était 19 millisecondes et 4 millisecondes, ce qui est une amélioration assez importante. Là, ce qu'on a pu voir, c'est que c'est pas beaucoup plus compliqué d'utiliser les canvas. C'est assez simple de les mettre derrière vos SVG, de laisser toutes les parties SVG pour la partie interaction, qui est assez facile, qui vous permet de modifier vos scales, modifier vos différents rendus. Et après, vous laissez Canvas générer les scènes. Et vous pouvez après améliorer en donnant simplement les parties que vous voulez modifier ou autres. Dans cet exemple, on est sur 30 000 points. On est passé de 19 à 20 millisecondes à un peu moins de 4,5 secondes, ce qui fait un gain de performance de x4. Il y a plein de... Ça, c'était un exemple de performances qui peuvent être vraiment... qui peuvent vraiment vous aider. Vous avez aussi, pour aller plus loin, ce qu'on appelle dual caching. Vous allez pouvoir enregistrer une partie de votre canvas dans des images. Vous allez pouvoir aussi décider quelle partie du canvas vous voulez modifier. Souvent, quand vous êtes sur un affichage de crossplay, vous allez supprimer un point de votre donnée. Souvent, il suffit simplement de
supprimer ce point et dessiner autour ce qui manque, les parties qui manquent. Vous pouvez utiliser du off-screen canvas, c'est supporté actuellement par Chrome. C'est assez pratique et très performant. Vous avez une version nouvelle de créer un canvas. Voilà, vous avez d'autres liens, je vous les laisserai plus tard dans la description. Vous pouvez aller lire ces articles, ils sont assez excellents. Voilà, je vais prendre des questions. J'ai une question un peu naïve, mais c'est que est-ce que tu dois choisir d'utiliser uniquement SVG ou Canvas, ou est-ce que tu peux avoir un mélange des deux? Là, exactement, c'était un mélange de deux. C'est-à-dire que Canvas, pour les interactions classiques, pour savoir si vous avez appuyé sur un bouton ou sur une sélection, par exemple, si demain je dois sélectionner, quand je clique sur une lead, et que je dois sélectionner et la choisir en rouge, c'est pas évident. Le souci, c'est qu'il faut, en Canvas, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de voir directement dans le Canvas, est-ce que le pixel à tel endroit est la couleur qu'il te faut ou pas. Voilà, moi j'aime bien utiliser des interactions du SVG, pouvoir aller facilement sous les trois à beaucoup de fonctions qui vous aident à bien générer les plots. Mais je laisse toute la partie rendering directement à Canvas pour la raison de performance et la possibilité de choisir ce qu'on voudrait. Voilà, donc la combinaison des deux, c'est le très bon bénéfice. Merci. Bonsoir. Tu as dit que pour les scènes simples, c'était pratique. Fallait pas hésiter à utiliser justement Canvas. Est-ce que tu pourrais parler plus justement des limitations potentielles que tu peux rencontrer pour des scènes plus complexes par rapport à ce qu'apporte Détroit? J'ai eu plusieurs fois par exemple, dans les scènes où tu veux déplacer un canvas, si tu veux déplacer des formes, ce qui peut être pratique, ça va être par exemple, tu veux déplacer une scène, tu veux déplacer dans le... Ouais. Non, j'ai jamais eu de cas où je me suis dit SVG va être inutile dans cette interactions-là. Je travaillais notamment dans une ancienne boîte qui faisait de la visualisation de données exactement que en Canvas. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout d'SVG. Je peux dire que c'était un calvaire de savoir quelle partie tu avais cliqué pour pouvoir répercuter un changement de visuel sur ton application. Je ne sais pas si je suis un peu stressé, je suis désolé. Merci pour ton talk. Une question, c'est quand tu as des visualisations qui sont de complexité similaire à faire, en termes de temps de code entre du SVG et du Canvas et sur la maintenabilité également, est-ce que tu as des différences entre les deux? Est-ce que c'est plus facile, on va dire, de maintenir du SVG, plus compliqué? Est-ce que c'est... Non, j'utilise les deux. Et en fait, le fait d'utiliser les deux, c'est pas... c'est des responsabilités différentes.
là où le rendu est extrêmement important, c'est que c'est là que je vais pouvoir savoir exactement ce que je vais cacher, qu'est-ce que je vais pouvoir modifier. C'est souvent du code que tu ne toucheras pas après, parce que le rendu c'est toujours la même chose. Là on affiche des leads, les points, une fois qu'on les reçoit, on va décider où est-ce qu'on va le mettre. Pour la partie SVG, j'ai pas... il y a toujours des nouvelles fonctionnalités qu'on nous demande, par exemple le contrôle shift pour sélectionner, on va avoir des interactions qui vont être directement sur une suppression d'une lead ou autre. Ces choses-là, tu vas devoir implémenter, tu vas devoir faire une couche un peu supérieure d'interprétation de tes événements utilisateurs. Cette partie-là, c'est la partie un peu complexe de comment gérer les événements utilisateurs. Sur la partie rendue, j'ai jamais vraiment eu de maintenance particulière. Il n'y a pas de... Non, ce qu'on va chercher de temps en temps, c'est gagner quelques dizaines de millisecondes par-ci par-là en faisant du caching dans des images. On va dessiner des patterns. Si vous faites, vous avez 30 millions de points à afficher, autant écrire une fois le point. Et après la copier-coller un peu partout dans votre image et vous allez gagner, vous allez rien consommer comme temps. Donc ça c'est des responsabilités un peu différentes. Les interactions sur le sujet et le canvas juste pour rejoindre comme Dans la solution implémentée, à chaque render, est-ce qu'on redessine tous les graphes ou on dessine que la différence entre le render N-1 et le nouveau? Alors là, on redessine tous les points sur des secondes. Il y a une technique, comme tu dis, c'est extrêmement intéressant. Il y a une technique où tu peux envoyer que les points qui ont changé. Et par exemple, tu peux envoyer 20 000 points, c'est tout ce que tu as sur la ligne, et tu peux envoyer juste 2000. Pendant ces 2000, tu pourrais très bien utiliser ce que tu as déjà dessiné dans ton canvas et le déplacer d'un certain offset qui représente tes 2000 nouveaux points. Et dans ce cas-là, il ne sera plus qu'à écrire ces 2000 derniers points au lieu d'écrire toute la ligne. C'est une optimisation qui existe, qui est extrêmement facile à faire. Il faut juste implémenter 2-3 trucs. Merci. J'ai un code ici qui fait quasiment ça. Je vous donnerai l'accès au box GitHub. Je pense qu'on va arrêter là pour les questions. On pourrait vous poser des questions après pendant l'apéro. Et je pense qu'on va passer au prochain talk. Merci beaucoup.